Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui va traiter de l'OpenGL en C++. Bon, cette vidéo est la suite directe de la vidéo d'il y a 2 semaines, où on avait vu les bases d'OpenGL en C++, donc la partie vraiment ennuyante, genre juste pour créer des trucs de base. Là, on s'était arrêté à ce carré qui tourne. Bon, même si en gros on peut faire beaucoup plus de choses, hein, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez. Ce que je recommande grandement d'ailleurs, puisque là on va juste voir des approfondissements de tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. On va en voir 3 précisément, et théoriquement, dès que vous aurez vu ces 3 approfondissements, vous pourrez déjà commencer à faire des petits moteurs de jeu. Alors ok, ce sera pas suffisant pour faire des énormes trucs, mais ce sera déjà un bon départ. Donc je le répète, hein, pour bien comprendre cette vidéo, il faut aller voir la dernière qu'on a fait. Comme ça, vous pourrez vous perfectionner en OpenGL en C++. Donc bon, sur ce, c'est parti. Bon, ici, ces concepts-là, on les a appelés des concepts récents, même si en vrai, ils sont apparus à peu près en même temps qu'OpenGL, parce que bon, OpenGL c'est assez jeune, comparé à d'autres technologies comme le Recast, ça l'est. Donc on va commencer par un truc, bon, quand même super important dans un jeu vidéo, et même en vrai dans quoi que ce soit, des textures. Parce que bon, là pour l'instant, du coup, on a qu'un rectangle rouge et c'est pas énorme. Bon, vous débrouillons un peu déjà avec ce qu'on a vu. Vous pouvez vous débrouiller pour faire des trucs pas trop mal. Mais bon, pour faire une texture, c'est un peu plus compliqué et on va vous le montrer dès maintenant. Bon, déjà avant, commençons à faire la partie la plus ennuyante. Charger la texture. Prendre une image brute et la charger dans le logiciel. Bon, mais ça va être le plus énervant. Pourquoi? Parce que, c'est pas simple du tout. Puisque, en effet, la texture, la façon dont on va la passer, bien qu'il y ait pas mal de façons de le faire, là, ce qu'on va faire pour le début, c'est de passer à la carte graphique les pixels un par un, les uns après les autres, donc en RGBA, rouge, vert, bleu, alpha, de telle manière qu'un pixel occupe 4 octets. Un octet rouge, un octet vert, un octet bleu, un octet alpha. Comment faire ça? En soi, c'est le plus simple, si vous voulez faire l'image de manière brute dans le logiciel, mais pour la charger directement, c'est une autre histoire, puisque théoriquement, dans tous les formats utilisés, les données ne sont pas brutes. Dans le cas du PNG, par exemple, il y a un algorithme de compression qui est appliqué, qui est nommé deflate. Bon, soit il est pas si difficile que ça à utiliser, mais quand même, ça prend un peu de temps. Puis bon, en plus, il y a d'autres trucs à prendre en compte, mais bon, c'est pas le sujet ici. Donc pour ça, on va utiliser une librairie qui le fait déjà pour nous, donc traiter l'image. Là, on va utiliser la nôtre, SCLS Image. L'avantage, c'est qu'avec une seule ligne, on peut directement charger l'image. Donc ici, on va l'appeler labyrinthe. C'est la seule image que j'avais au moment de faire le cours. Mais avant quand même, on va faire un truc un petit peu mieux. On va faire comme pour les VBO, on va mettre les textures dans une structure. Dedans, on va mettre un unsigned INT, parce qu'on va du coup accéder à cette texture via cet unsigned INT, on verra comment après. Et du coup, une image qu'on créera directement lors du chargement de la texture. Donc hop, on charge la texture. Bon, toutes les consignes pour installer SCLS Image sont sur le site dédié, et puis théoriquement, si vous avez déjà vu tous les cours qu'on a fait en C++, alors vous devrez y arriver sans trop de problèmes. Alors maintenant qu'on a fait ça, on peut se concentrer sur OpenGL, parce qu'on est là pour ça quand même. Et il faut savoir un truc, c'est assez simple en vrai d'appliquer des textures en OpenGL. Puisque bon, il y a tout un système implémenté de base pour utiliser des textures, parce que bon, des carrés moches sans texture, c'est vraiment moche, et soyons honnêtes, ça ne sert pas à grand chose. Donc on va appliquer les modifications nécessaires. La première modification va se faire dans le VBO, qui, pour rappel, est l'ensemble des points de la figure à afficher. Dans le cas de notre carré, du coup on a 4 points, bien qu'ils soient connectés entre eux pour faire 2 triangles, du coup il y en a 6 en vrai, mais bon, ça on l'explique dans la dernière vidéo. Et ce qu'on va faire avec ces points, c'est qu'on va indiquer à OpenGL directement via le VBO la position de ce point par rapport à la texture de la face sur laquelle il est. Bon, en gros ici vous aurez votre texture, chaque point aura une position précise sur la texture. Dans le cas du labyrinthe, on a du coup les 4 points présents juste ici, il y en aura un qui sera en bas à gauche, en bas à droite, en haut à gauche et en haut à droite. Et ça, on va le dire dans le VBO. Bon, les coordonnées sont pas exactement pareilles que celles dans OpenGL directement. En fait, ce point-là, celui en bas à gauche, représente la coordonnée 0, 0. Et donc, comme vous l'aurez compris, ce point-là, c'est la coordonnée 1, 1. Donc là, du coup, 1, 0, et là, 0, 1. Bon, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à les mettre vous-même, puisque là, on vous a donné le VBO nécessaire directement. Donc après, vous avez juste à adapter votre code pour le mettre dedans. Et dès que vous aurez fait ça, hop, le VBO est modifié. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est pas fini, puisque le VBO c'est bien, mais il va maintenant falloir modifier le shader. Déjà, il va falloir lui dire qu'on va rajouter cette variable dans les variables d'entrée du shader vertex. Vous savez, les variables in, layout. Bon, et pour ça, le code est présent juste ici. On reprend juste ce qu'on a vu du coup au dernier cours et on fait un copier-coller. Puisque dans ce cas-là, c'est largement suffisant. Bon, quelques modifications quand même à constater. Le 4e paramètre de séparation de chaque valeur a été modifié du coup, puisque là, il y aura en tout 5 octets, enfin 5 flottants entre chaque occurrence. Donc c'est à noter. Et après, sinon, c'est quasiment pareil. Numéro d'entrée 1, un vecteur 2 du coup, puisque une image c'est en 2D, un offset de 3 octets, donc bon, dans la ligne directrice de ce qu'on a fait hier. Maintenant, pour en finir avec cette partie là, position de la texture, déjà de 1, il va falloir rajouter
la variable in nécessaire, du coup là avec la location 1, et il va falloir la passer directement au fragment shader, puisque là du coup c'est pas une variable uniforme, donc il faut obligatoirement transiter par le vertex shader. Bon, et pour ça on va utiliser une variable out, donc qui va donner directement sur le fragment shader, et on va juste dire que cette variable out a pour valeur l'entrée du VBO. Donc pour l'instant c'est quand même assez simple. Et bien évidemment on va récupérer cette variable dans le fragment shader, donc dans une variable in cette fois-ci, et là théoriquement la variable est bien passée. On peut faire le test d'ailleurs, en attribuant une couleur précise selon la position de la variable, et hop vous obtenez ce carré là. Noir c'est en bas à gauche, et jaune c'est en haut à droite. Bon là ça tourne, du coup on le voit pas bien, mais bon vous avez compris. Alors quelques trucs à noter quand même, c'est que les valeurs qu'on va avoir ici du coup c'est 0, 0, 1, 0, 0, 1 et 1, 1. Cependant comment ça se fait que quand on le passe au fragment shader, alors on ait des valeurs intermédiaires qui permettent de faire des gradients de ce genre? Et ben ça c'est le rasterisation shader qui s'en occupe, il va attribuer du coup le nombre nécessaire à chaque pixel de l'image, ou plutôt dans notre cas ici de l'objet. C'est quand même assez cool ça, parce que si on devait le faire nous-mêmes, bonne chance. Et maintenant que ça c'est fait, il ne reste plus qu'à passer l'image qu'on a chargée juste au début. Bon l'image c'est un peu plus complexe, puisque du coup le système va être plus complexe. On va la passer sous forme de variable uniforme, donc le type ici ce sera sampler 2D, qui représente en gros un assemblage de plein de données 2D, donc là des pixels, et on va l'appeler texture 0. Ce nom est très important et on verra pourquoi après. Ensuite on va utiliser une fonction directement implémentée dans OpenGL qui s'appelle texture, qui prend une texture, donc la texture 0, une position, donc la position texture, et retourne la position nécessaire sur l'image. Donc en appliquant les modifications, les transformations, tout ça, comme ça nous on n'a pas à le faire. Et ça c'est extrêmement cool, disons-le. Et c'est tout pour le shader. C'est assez simple, mais vous inquiétez pas, la partie simple est terminée, maintenant on va faire la partie compliquée, passer l'image à OpenGL. Bon déjà créons la texture, on l'a déjà fait juste ici, et générons-la dans OpenGL. Donc avec les fonctions de type GL-Gen, qu'on a déjà vu pour les vertex arrow, les VBO, tout ça, c'est le même système en fait. On va attribuer une partie de la mémoire d'OpenGL directement pour la texture. Et pour y accéder, on va utiliser le notionnalDNT de texture 1.id avec le système de notionnalDNT qu'on avait présenté à la dernière vidéo. Donc là, on a une partie créée, maintenant passons-y l'image. Bon là c'est un peu plus complexe le code, mais bon, je pense que vous êtes habitués. Alors déjà, on va dire directement à OpenGL que la texture 2D qu'on va actuellement utiliser, c'est la texture 2D dont le notionnalDNT est celui qu'on vient de créer. Alors ici, GL texture 2D, et ben en fait ça va représenter notre texture 0, notre variable uniforme. Effectivement, on ne devra pas la passer comme on passe les autres variables uniformes. Alors pourquoi? Parce que les textures c'est plus gros, et donc devoir la passer à chaque frame, ça prendrait du temps. Donc là au moins c'est plus simple, on la passe dès le début, et après il se débrouille pour ranger tout ça. Donc du coup on en fait la texture 2D actuelle, avec le même système de bind que pour tout le reste. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va obtenir le type d'image utilisée. Si l'image chargée c'est un RGB, donc rouge, vert, bleu et c'est tout, ou RGBA, rouge, vert, bleu et canal alpha, donc pour rappel ça c'est la transparence, et on va le mettre dans une variable de type GLINT, qui représente un INT dans OpenGL, bon en vrai c'est la même chose, c'est juste le nom qui diffère, pour pouvoir la passer correctement ensuite à notre texture 2D. Bon après, pour savoir comment on fait précisément pour obtenir la couleur, ça c'est grâce à une fonction directement présente dans notre librairie, bon si ça vous intéresse allez voir la documentation. Ensuite est venu le moment de passer l'image, grâce à la fonction un peu plus complexe GLTextImage 2D. Alors elle prend beaucoup de paramètres, vous l'avez remarqué. Le premier c'est la texture à laquelle on va passer l'image, donc là la texture 2D actuellement utilisée, donc du coup celle qu'on a bind, texture 1.d. Donc du coup notre texture 0 actuelle. Ensuite là on a un truc qui s'appelle le niveau, qui représente un nombre, et qui sera important pour le système de mimap que je vous présenterai après, mais en vrai, en tant qu'utilisateur lambda, on peut mettre 0 ici tout le temps, c'est pas un problème. Ensuite on va mettre la façon dont on va stocker l'image interne dans OpenGL, donc en RGBA, rouge, vert, bleu plus transparence, le plus utilisé. Ensuite on va renseigner et la largeur et la hauteur de l'image de manière assez simple, puis un pointeur qui doit toujours être 0, je n'ai aucune idée d'à quoi il sert. Ensuite on va mettre le format de l'image utilisée, donc qu'on a obtenu il y a 30 secondes, puis la taille d'un des composants de l'image, donc un rouge, un vert, un bleu et un alpha. Donc ici c'est juste un octet, 8 bits. Vous savez 255 x 255 x 255. Et finalement on va passer les données sous la forme du coup d'un pointeur de char, donc comme ça. Et ça on va laisser la librairie d'images faire, puisque du coup il y a une méthode qui permet de le faire directement. Bon, sacrée fonction, mais maintenant théoriquement l'image devrait être chargée dans OpenGL. Un dernier petit truc qu'on va rajouter, c'est GLGenerateMimMaps. Alors à quoi sert ce truc? On va lui passer une texture, donc là GL texture 2D, et on va lui dire mec, prends la texture
et génère des versions plus petites. Donc pour être plus précis, ça va en 2 x 2, et bon, le nombre, il verra lui-même. Pour ça peut toujours être utile pour gagner des performances, si par exemple vous devez redimensionner l'image, donc bon, je vous conseille de le mettre. Petit truc que j'ai oublié de dire, je me rends compte qu'après le montage, par défaut, OpenGL ne permet pas de traiter le canal alpha, la transparence. Donc il faut lui dire qu'on va pouvoir le faire, et pour ça, il faut l'activer. Pour activer quelque chose en OpenGL, il faut utiliser la fonction GL-Enable. Là, ce qu'on va activer, c'est le blend, donc qui permet en gros d'utiliser, entre autres, des canaux alpha. Bon, il y a plein de trucs qu'on peut activer. Et après, on va utiliser la fonction GL-Blend-Func pour dire à OpenGL comment utiliser blend. Donc là, en gros, on lui dit que les canaux alpha source, enfin les pixels qui contiennent un canal alpha source, devront être traités avec l'algorithme 1-SRC alpha, qui est en gros l'algorithme de base pour la transparence. Comme ça, là, vous n'aurez pas de problème avec ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben, c'est bon. Si on lance maintenant, et la texture est bien appliquée. Parce que pour rappel, du coup, c'est la texture qui est bind qui va être affichée. Donc là, comme on la bind ici, texture 1.id, c'est cette texture qui sera affichée. Si on en crée plein d'autres, ce sera celle qui est bind au moment où on dessine le VAO qui sera affichée. Et bon, ça c'est super cool pour pouvoir créer plein de textures. Bon, cependant, n'abusez pas quand même, il y a une limite. Selon les ordinateurs, c'est à peu près une centaine. Sur le mien, c'est 128. Donc déjà, ça c'est une très bonne chose de fait, qui j'espère aura ouvert un petit peu vos esprits sur ce qu'on peut faire avec OpenGL. Mais avant de faire des trucs marrants, bon, on va paramétrer l'image. Toujours un truc pas fun qui doit venir tout gâcher. Et bien qu'il y ait pas mal de paramètres disponibles, donc tous présents ici, là celui qu'on va mettre en place, là maintenant tout de suite, c'est le comportement de l'image lorsqu'on la grossit ou qu'on la rétrécit. Pour ça on va utiliser la fonction GLTextParamètre une lettre qui représente la donnée qu'on va passer, donc là c'est un float. Et bon, si vous avez regardé, vous voyez qu'on peut aussi passer des i, des v, donc des matrices et tout ce que vous voulez. Donc là, qu'est-ce qu'on va lui dire? Déjà, on lui passe l'image à paramétrer, donc là, c'est la texture 2D actuellement utilisée. Ensuite, on lui passe le paramètre à changer, donc là, c'est GLTexture MinFilter, et après, c'est GLTexture MaxFilter. Et finalement, on lui met le paramètre nécessaire. Alors, GLTexture MinFilter, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le comportement de la texture quand on l'agrandit. Et GLTexture MaxFilter, c'est son comportement quand on la rétrécit. Donc là, le comportement qu'on lui définit, c'est d'aller choper le bitmap, donc l'image rétrécie, le plus proche, et dans ce même bitmap, on va aller voir les pixels précisément, et on prend le pixel le plus proche selon le point de l'objet actuellement traité. Donc comme ça, on a un truc pas forcément ultra, on a une conversion assez brutale, mais au moins elle est précise. Bon, en vrai, là du coup si je fais la modification, ça va pas changer grand chose, parce que les modifications ça se fait au pixel près. Cependant, dans certains cas ça peut être utile, donc c'est toujours bien d'aller jeter un œil et de savoir que ça existe. Et d'ailleurs, si vous voulez prendre un mélange des pixels autour d'un certain point, alors c'est GL linéaire qu'il faudra mettre. Bon pareil, ça c'est documenté ici. Bon, dernier truc pour en finir un petit peu avec les textures, on va voir un truc qui est un petit peu plus technique, disons-le, c'est que un truc qu'il faut savoir, c'est que même si, les textures c'est bien et tout, il y a des modifications qu'on ne peut ne pas prévoir. Bon, la plus connue c'est la lumière, qu'on ne verra pas d'ailleurs aujourd'hui parce que c'est vraiment trop compliqué, mais ça c'est des trucs qu'on ne peut pas calculer avec le CPU parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Et donc comment est-ce qu'on va faire? Pour ce genre de choses, on va utiliser le calcul directement dans le shader. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont aussi puissants les shaders, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des rendus aussi réalistes. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un exemple, beaucoup plus simple que la lumière ou tout ça, l'ensemble de Mandelbrot. L'avantage avec cet ensemble-là, c'est qu'il est purement mathématique, donc en gros, sans texture, vous pouvez avoir quelque chose qui est très bizarre. Alors pour vous expliquer vite fait ce que c'est l'ensemble de Mandelbrot, le fractal de Mandelbrot, je suis même pas vraiment sûr du nom en vrai. Imaginez que vous prenez une image, que vous la découpez, que vous en définissez un plan complexe, et que pour chaque valeur de ce plan, qu'on va appeler C, vous définissez cette suite-là. Si cette suite est bornée, donc en gros, si pour x tendant vers plus infini, vous avez une valeur infinie, alors vous allez mettre un pixel qui représente la vitesse de grossissement de la suite. Mais à l'inverse, si ça n'arrive pas, si elle reste bornée, alors vous mettez un pixel noir. Alors quand on pense à ça directement, on peut se dire ouais, on va avoir une sorte de cercle, puisqu'en toute logique, plus c'est grand, plus aura tendance à ne pas borner. Et ben non, pas du tout, vous avez ce truc-là. Bon, il y a toute une théorie mathématique ultra complexe derrière tout ça, je vous laisse aller le voir si ça vous intéresse. On va clairement pas en parler ici parce que c'est beaucoup trop complexe. Mais ben ça, ce truc-là, vous pouvez le recréer. Donc en définissant du coup, pour chaque pixel de votre objet, une partie de votre plan complexe. Donc ici une valeur entre -5 et 5, que ce soit pour le x et pour le y d'ailleurs. Et que vous faites le test, et que vous faites du coup ce que je vous ai dit, sans avoir besoin de texture, bien qu'on va la garder là parce que j'ai la flemme de la supprimer. Avec le code du coup que je vous ai donné sur le site web, qui fonctionne parfaitement, et ben vous obtenez la fractale. Parce que du coup ça c'est une fractale, plus vous zoomez, plus vous aurez des trucs complexes. Bon, pourquoi vous montrer ça maintenant? C'est juste pour vous faire rendre compte que les shaders ici, ils vont pas être innocents. Vous aurez beaucoup à les utiliser. Bon là du coup c'est pour un truc un peu bateau, mais vous pouvez aussi utiliser pour des trucs beaucoup plus utiles, comme de la lumière. Donc ce genre de mécanique, faut les garder en tête, puisqu'on va beaucoup les utiliser par la suite. Bon, maintenant qu'on a des textures, je vous propose qu'on aille franchir un nouveau pas dans les trucs stylés en OpenGL, et cette fois-ci, on va utiliser de la 3D. Alors même si ça fait peur, en vrai, et ben ça va,
puisque c'est surtout des mathématiques, et que en réalité c'est GLM qui va faire une grosse partie de ces mathématiques pour nous. Alors pour commencer avec la 3D, il va falloir définir une caméra. Donc qu'est-ce que va être notre caméra ici? Ça va juste être une simple structure, avec plein de données dedans, qui vont nous permettre du coup d'afficher de la 3D. Alors qu'est-ce qu'on a comme données? On a la position XYZ de la caméra, c'est normal. On a le vecteur directeur de la vue de la caméra, pour pouvoir savoir quel est le vecteur directeur de l'avant de la caméra, donc pour savoir où on regarde. Alors ici j'ai mis X, Y, Z et un angle. Bon, théoriquement, on peut mettre qu'un seul des deux. Bon là j'ai mis, je les ai tous mis, puisqu'on va adapter le X, Y, Z selon l'angle. Là je l'ai mis la valeur à la moitié de pi, puisque selon le cercle trigonométrique, donc on va dessiner là, hop, on va regarder par ici. Bon là il est vraiment horrible mon cercle, mais vous avez compris. Ensuite on va définir le FOV de la caméra. Donc en gros là vous aurez votre objet, la caméra ici, et le FOV c'est l'angle à laquelle la caméra va voir des choses, cet angle là. Donc là on la met à 45 degrés, donc la moitié d'un angle droit. Ensuite on va mettre deux distances, qui sont des distances de rendu, qui seront considérées par OpenGL comme loin et proche de la caméra. Donc loin et proche. Ça c'est pour borner les valeurs, ce qui est mathématiquement nécessaire. Bon déjà en faisant ça, on a la base de notre truc 3D. Je pense que vous pouvez commencer à comprendre ce qu'on va faire. Et pour la suite on va utiliser beaucoup de calculs matriciels. Bon on va commencer par directement les implémenter, donc là ce sera dans le Vertex Shader, puisque c'est lui qui va indiquer les positions 3D de chaque objet. Et pour ça nous n'aurons besoin que de deux variables uniformes, qu'on va appeler projection et view, et qui seront toutes les deux des matrices 4×4. Bon, il va ensuite falloir du coup multiplier la valeur de la transformation fois la valeur du point, à la projection et à la view. Dans l'ordre projection, view, transformation, point. Bon pareil ça le calcul matriciel, ça a un ordre très précis qu'il faut respecter, sinon ça fait n'importe quoi. Et pour le shader, ça sera tout. Bon bien évidemment il va falloir les passer ces valeurs. Il y a quelques lignes de code à rajouter, mais c'est juste des copier-coller de ce qu'on a déjà vu en gros. Alors premier truc qu'on va faire c'est définir deux valeurs, qui définiront la hauteur et la largeur de la fenêtre. Alors ça peut paraître bateau, mais ça va être nécessaire pour du coup un des calculs, le calcul de la projection. Donc on va implémenter directement les calculs. Bon l'ordre, ça n'a pas vraiment d'importance en vrai. Bon théoriquement la projection il faut la calculer que quand soit le FOV, soit le ratio de la fenêtre, soit les valeurs de rendu proche et loin sont modifiées, donc comme ça on gagne des performances. Et la vue, ça doit être calculé à chaque fois que la caméra va bouger. Donc bien évidemment du coup il faut créer un objet caméra qu'on va appeler cam ici. Et pour la projection, le calcul va se faire grâce à une fonction de GLM qui s'appelle perspective. C'est elle qui va donner la matrice nécessaire. Elle va prendre 4 valeurs, le FOV en radians, le ratio du coup de la fenêtre comme on a déjà vu, qu'on pense bien du coup à convertir en double pour pas qu'il y ait de problème. Bon ça on les avait vu pourquoi il faut faire ça comme ça dans les autres cours de C++. Puis ensuite on passe la distance de rendu proche et loin de la caméra. Donc bon, que des valeurs définies dans la caméra, donc au final ça reste assez simple. Quand on voit le nom de cette fonction, on peut se dire tiens, ça c'est la matrice qui va calculer du coup la perspective, donc pour que ce soit réaliste, et c'est vrai. Pour la matrice view, on va utiliser la fonction lookat de GML, bon qui est pas bien plus complexe en vrai. Elle prend 3 paramètres, la position de la caméra, donc là cam.x, y et z, ensuite la valeur qui sera regardée par la caméra, donc là c'est la valeur devant la caméra, donc cam.x plus cam.vue x, y et z. Bon ici, là du coup on met ça pour regarder devant, mais on peut regarder n'importe quelle valeur, qui rend le truc particulièrement facile à utiliser d'ailleurs. Et finalement on va passer une valeur, un vecteur, qui va représenter un vecteur directeur de quand on aura notre caméra, donc là on va dire que ici c'est le plan XZ, qui va représenter la partie haute de la caméra, donc là, la droite Y. Pareil c'est utile dans le calcul. Bon du coup vous l'aurez compris, la matrice view c'est fait pour gérer la caméra. Ça étant fait, ensuite on va passer les variables au shader, donc avec exactement le même système qu'on a vu lors de la dernière vidéo. Et là si on lance tout ça, on a une erreur parce que je sais pas écrire, mais si on corrige l'erreur, alors là on a un rendu très similaire au rendu de tout à l'heure mais juste un peu zoomé, enfin même très zoomé. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la position de l'objet du coup CAZ est égal 1, donc juste devant la caméra. Comme on a défini la valeur avant au départ de la caméra comme étant Z est égal 1 et le reste 0. Donc en fait là on regarde l'objet directement, en face à face. Bon là c'est juste un zoom, comment est-ce qu'on va prouver qu'on a bien un truc 3D? Bah en vrai ça c'est simple. Il y a sur notre site web un petit code qui va nous permettre d'interagir avec le monde. Donc qui va nous permettre de bouger la caméra. Bon pour ça on réutilise juste le système de touches qu'on a vu du coup à la dernière vidéo. Sauf que là on l'adapte pour avancer dans la direction dans laquelle regarde la caméra. Et pour avoir cette direction même, on va utiliser les flèches qui vont nous permettre de tourner. Et grâce à de la simple trigonométrie, on va voir comment bien orienter la vue de la caméra. Bon, il est conseillé de mettre ces valeurs-là avant la matrice view. Et donc là, si on lance avec ça, on peut évoluer autour d'un plan qui est en 2D dans un monde 3D. D'ailleurs, quand on s'éloigne dans certains sens, on peut voir que les bitmaps font leur travail. Bon, après, si ça vous dérange, vous pouvez toujours le modifier avec les paramètres des textures. Mais en tout cas, là, c'est bien parce qu'on a du coup un plan 2D dans un monde 3D.
Donc on a créé un univers qui est en 3D. Bon, cependant, quand on pense 3D, on pense pas à un vieux plan, mais plus à un cube. Alors comment faire un cube? En vrai, c'est pas si compliqué que ça, c'est juste le VBO qu'il faut modifier. Et il faut le modifier de telle manière que des faces comme ça, on en ait 6 qui forment un cube. En soi, mathématiquement, c'est pas si compliqué que ça, c'est même assez simple, vous pouvez essayer de le faire si vous voulez. Cependant, si vous le faites pas, je vous en voudrais pas, parce que, je l'ai fait moi, et vous pouvez voir qu'il est pas petit, il est même énorme. Ça, du coup, c'est le VBO pour créer un cube. Alors, un petit truc quand même à dire à propos de ce cube, c'est que si vous devez créer une texture pour chaque face, c'est bonne chance. Je sais même pas si ça soit vraiment possible. Donc, ce qu'on va faire à la place, c'est modifier les coordonnées des points sur la texture, de telle manière que chaque face ait une partie de la texture nécessaire sur une même image. Donc là, voici un petit exemple de l'image utilisée, un smiley. Bon, même si vous utilisez une autre image, comme par exemple notre labyrinthe, ça va marcher, mais du coup le rendu sera bizarre. Alors d'ailleurs, petite pause vite fait, comme vous pouvez le voir, on a l'impression que la face derrière est devant la face devant, ce qui fait un effet assez bizarre, je pense que vous l'avez remarqué. Ça c'est parce que tout simplement, on n'a pas dit à OpenGL d'afficher les faces devant en priorité, et pour faire ça il faut utiliser le même système de enable qu'on a vu pour les blends de texture, sauf que là ce qu'on va enable c'est GL Depth Test, qui va tester la profondeur avant d'afficher l'image. Et si on fait ça, il faut aussi GL Clear la partie de la mémoire qui est dédiée directement à la profondeur, parce que du coup il va le stocker pour chaque pixel, et il faut bien penser à l'enlever, sinon ça va faire des trucs bizarres. Voilà, comme ça c'est dit. Bon, comme je disais, du coup là si on le fait pour notre labyrinthe, c'est pas très joli, c'est même assez bizarre. C'est pour ça que du coup il faut une forme adéquate, donc ici notre smiley, et du coup si je change la texture en mettant le smiley, on a une forme qui, disons-le, est pas très belle, mais complètement fonctionnelle. On dirait un peu une tête dans Minecraft, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, l'idée ici, c'est de se débrouiller pour mettre les faces de telle manière que cette représentation-là soit possible. Donc la face haute, ça va être la partie en haut à gauche de l'image, la face droite, c'est la partie en bas à gauche. Au milieu, ça va être les faces avec un Z de 0.5, donc les faces qui sont sur l'axe Z, en haut c'est 0.5, en bas c'est moins 0.5, et elles sont mises dans un sens tel que la partie gauche de l'image, donc cette partie-là, va donner vers la texture x moins 0.5. Et donc la partie droite vers la texture x plus 0.5. Et ça c'est pareil pour les deux. Et donc tout à droite du coup on a les faces avec x est égal 0.5 et x est égal moins 0.5. Et même chose à gauche, z est égal moins 0.5 et à droite z est égal 0,5. Bon, en appliquant ce schéma, du coup vous pouvez faire des textures de blocs un peu comme vous voulez. Bon, l'avantage avec les blocs c'est que c'est le plus simple à faire. Pour faire un vaisseau spatial, bonne chance. C'est pour ça que c'est mieux de l'automatiser avec un algorithme. Surtout que si vous voulez des formes provenant de logiciels comme Blender, il faut réussir à adapter les fichiers 3D utilisés par Blender en fichiers pour votre VBO. Et ça, c'est pas bien plus simple que de faire les VBO vous-même. Donc pour ça, je vais être obligé de vous laisser sur un truc pas très satisfaisant. Mais bon, il n'y a pas trop d'autres choix. Donc essayez des trucs, essayez de créer un petit peu votre propre Blender. Et si ça vous saoule, personne ne vous en voudra. Bon, en tout cas, déjà, vous pouvez commencer à faire des blocs, et puis d'autres formes assez simples. Et ça, c'est déjà pas mal. Bon, maintenant qu'on a vu tous les trucs de base d'OpenGL, on va voir un truc qui est encore plus basique, mais que j'ai oublié de vous présenter au dernier cours. Si vous vous rappelez bien, je vous avais dit que les événements, pour être traités, utilisaient une fonction nommée glfw poll events. Ça permet de traiter les événements en interne. Et pour les avoir en externe, vous avez deux choix. Soit vous utilisez certaines fonctions, comme on a vu ici, qui permettent par exemple d'utiliser les touches du clavier pour se déplacer par exemple, mais malheureusement ce n'est pas toujours possible et des fois, il faut utiliser des fonctions nommées callback. Alors qu'est-ce que c'est? L'idée ça va être de donner à OpenGL un pointeur vers une fonction que vous aurez vous-même créée, et cette fonction même sera appelée quand un certain événement a lieu. Alors ça c'est utile pour certains événements qui ne sont pas courants, ils sont tous présents d'ailleurs dans la documentation, vous en avez plein. J'en ai cité quelques-uns d'assez importants comme glfw setCursorHunterCallback, qui va en gros vous permettre d'utiliser une fonction de ce genre pour savoir quand est-ce que le curseur rentre et sort de votre fenêtre. Un autre exemple c'est glfw setDropCallback. En gros, c'est ce qui va se passer quand vous prenez un fichier quelconque et que vous le mettez dans la fenêtre comme ça. C'est cette fonction-là qui va être appelée. Bon du coup, il va vous donner les chemins d'accès nécessaires. Donc un truc quand même très utile, mais qu'il faut connaître si un jour vous en avez besoin. Et finalement, la dernière qu'on va voir, c'est setFrameBufferSizeCallback, qui va être appelé quand la fenêtre OpenGL va être redimensionnée. Si je prends celle-là en dernière, c'est qu'il y a une raison, c'est parce qu'on va avoir une autre fonction, qui est en général utilisée avec celle-là, qui va permettre de dire à OpenGL qu'effectivement la fenêtre est redimensionnée. Bien qu'on puisse croire qu'il le fasse tout seul, il ne le fait pas tout seul. Si vous prenez votre fenêtre que vous la redimensionnez, ça change rien. Et vous pouvez voir que ça crée un bug quand même assez bizarre. Vous ne pouvez pas aller plus loin que l'ancienne dimension de la fenêtre, tout simplement parce que ça, OpenGL ne le sait pas, il va falloir lui dire. Et pour ça, il faut utiliser une fonction nommée glViewPort. Cette fonction va prendre 4 valeurs, 2 valeurs qu'on peut dire étant XY de la fenêtre. Alors ça ne va pas la déplacer, ça va juste permettre
de mettre en place une certaine hiérarchie de coordonnées si nécessaire, dans certains systèmes c'est comme ça que ça marche. Bon, en général sous Windows et Linux, on peut le mettre à 0. Et finalement les deux derniers paramètres, c'est la nouvelle largeur et hauteur de l'écran, aussi simple que ça. Bon voilà, c'est des petits trucs simples, mais bon, que j'ai oublié de vous présenter. Et théoriquement, si vous avez suivi tout ça, vous pouvez commencer à avoir des bases très solides en OpenGL, et ça, c'est toujours bon pour faire de la 3D. Donc bon, du coup, sur cette vidéo, je pense à plus, n'hésitez pas à vous abonner et tout et tout. Bon, une vidéo qui était quand même beaucoup plus technique que les vidéos qu'on fait habituellement. Elle a été un peu plus difficile à faire aussi, honnêtement. Bon, le truc qu'il faut comprendre avec OpenGL, c'est que c'est compliqué, et que même si vous comprenez tout ce qu'il y a ici, il y a toujours un petit problème, c'est que, dans le meilleur des cas, vous faites des cubes ou des trucs plus complexes. À peine plus complexes. Par exemple, si vous voulez utiliser Blender, bonne chance pour pouvoir l'utiliser directement dans votre logiciel. Bon, en soi, c'est largement faisable. Si vous avez suivi ce cours-là, alors vous devriez pouvoir suivre un cours qui permet de prendre les fichiers de Blender et de les parser dans votre logiciel. Mais bon, le problème c'est que ça demanderait tout un autre cours que pour l'instant on n'a pas fait et on compte pas faire pour l'instant. Si vraiment ça vous intéresse, on en parlera. Mais bon, c'est pas simple du tout, donc bon, sur ce coup-là, on attend vos avis en commentaire. Donc sur ce, c'est une bonne journée, une bonne vie, une bonne réalisation de création 3D. Et sur ce, je vous dis à plus.